Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires et de débats sur les sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec nos invités, nos chroniqueurs, nos analystes. Nous repassons donc en revue ces différents sujets-là. Au plan national, ce jour, nous allons donc évoquer trois sujets quand même importants. Il s'agit premièrement de 180 corps retrouvés dans une fosse commune à Djibo qui soulève en tout cas la réprobation dans la communauté internationale. Nous allons donc parler de ce sujet. Et puis, second sujet, il sera question de ce débat sur le report des législatives proposé par l'Assemblée nationale. Et puis, troisième sujet, il sera question de l'investiture du président Kaboré, l'investiture qui a eu lieu donc hier samedi. Nous revenons sur ce sujet-là également. Et puis en international, c'est le Mali, situation politique très confuse. Dernier message de Ibeka dans la nuit, nous revenons sur ces propositions. En même temps, Côte d'Ivoire, c'est le décès donc de Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre qui est décédé. Nous allons donc parler de ce sujet-là avec mes invités. À ma droite, Évariste Faustin Concebo, il est donc chroniqueur média, il est le président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, également premier porte-parole de FORAC, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être sur ce plateau. Et puis à ma gauche, Lengani Isaka. Lengani Isaka est journaliste, le directeur de publication de l'Opinion. Merci Lengani d'être sur ce plateau. Et puis juste à la droite de Lengani, André-Eugène Ilboudo. André-Eugène Ilboudo est le directeur de la radio des écoles. Notre dernier invité, c'est Parfait Silga. Il est journaliste et analyste. Merci à vous tous de nous suivre. On commence ce débat avec un sujet non moins important également, mais un sujet polémique. Il s'agit des deux lettres de Blaise Compaoré qui sont apparues, qui suscitent quand même beaucoup de débats. Première lettre de Blaise Compaoré adressée à M. Nabaré, qui fut donc le président de la structure de désignation lors des primaires, qui investit donc, en tout cas qui accorde l'investiture de M. Edi Komboïgo. Et puis, seconde lettre qui est apparue dernièrement, où on sent un Blaise Compaoré qui n'est pas conforme avec, on va dire, le profil. Du moins, il décrit un profil, un prototype de président qui peut défendre l'emblème CDP s'il y a des élections, qui puisse apporter beaucoup au Burkina Faso. Alors, il y a un débat, de tous ces débats-là, on ne saurait pas authentifier, mais Parfait Silga. Est-ce qu'il y a une question d'authenticité à dire ici, ou est-ce que les deux signatures sont de Blaise Compaoré? Bon, je pense que quand on analyse les deux lettres, pour moi, la première lettre, c'est-à-dire celle qui est adressée à Nabaré, me semble authentique. Pour deux ou trois raisons. La première raison, c'est que, en tant que président du comité de désignation, c'est normalement lui qui fait le rapport au président d'honneur pour lui dire, voilà ce que notre processus a apporté. Et c'est M. Edi Komboïgo qui a été désigné. Et donc, c'est lui qui fait le rapport. Et puis, évidemment, le président d'honneur répond pour avaliser voilà, cette décision. Avaliser. De toute façon, il n'aurait pas pu faire autre chose. Puisque dans les textes, le président d'honneur ne peut même pas remettre en cause le choix de cette commission. Donc, il ne peut pas remettre en cause le choix qui est fait à l'issue de ce processus. Par contre, la deuxième lettre, d'abord, elle est sans objet. Deuxièmement, le ton, c'est un ton violent. Et quand vous regardez, on n'est pas dupe. Quand vous regardez, c'est le profil de Kadri Désiré Ouédraogo qui a été comme décrit dans cette lettre. Et ce ne serait pas étonnant, je n'ai pas les éléments pour le dire, mais ce ne serait pas étonnant que cette lettre ait été bidouée par un laboratoire en fait, pour aller dans le sens de Kadri Désiré Ouédraogo. Mais quand vous regardez la signature qui est faite, est-ce que, même si un laboratoire peut être, est-ce que jusqu'à la signature du président Compaoré et que jusque-là, il n'y a pas de réaction officielle? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous avez vu récemment même des notes officielles dans ce pays qui ont été proprement, j'allais dire, imitées. Et donc, ouais, c'est fort propre. Mais c'est surtout le ton. Quand vous regardez le ton qui est utilisé dans cette deuxième lettre-là, ça ne ressemble pas à Blaise Compaoré. On a vu les autres lettres qu'il a dû envoyer, mais ce ton-là, c'est un ton violent. Moi, je pense que cette lettre-là est plutôt douteuse. Évariste Concebo,
On lit un peu, Parfait parlait de portrait robot, donc il dit ici, le candidat qui porte, ça c'est dans la lettre attribuée à M. Compaoré, le candidat qui porte l'emblème du CDP doit alors assurer par la solidité de son expérience, la qualité de son parcours, la diversité de ses relations, la maîtrise des problèmes nationaux, régionaux et internationaux. Il importe également de disposer d'une grande capacité d'écoute. Oui, tout à fait. C'est un. Alors, quand on regarde certains commentateurs, on dit que tout de suite, et Parfait l'a également dit, quand on regarde ce prototype-là, il exclut du coup Eddy Kombo-Ego au profit peut-être de d'autres personnes. Oui, mais là, d'abord, avant de revenir sur ce que Parfait a dit, je voudrais quand même dire que c'est vrai qu'en tant que président fondateur, il lui revient, statutairement, on dit que le choix du candidat doit lui être soumis pour accord. Mais il peut refuser aussi. Il n'est pas obligé d'accepter ça, parce que ce n'est pas écrit qu'il n'a pas le choix, il n'a pas autre choix. Maintenant, c'est vrai, j'ai regardé le profil qu'il a défini, et il va même loin. Il dit que la vie politique n'est pas une agence de casting. C'est vrai. Mais maintenant, quand vous analysez vraiment les éléments, moi, au premier abord, j'avais peut-être pensé à Kadré. M. Kadré disait Ouédraogo, mais après réflexion, je me suis dit, mais pourquoi pas lui-même, himself? Ah ouais, Blaise lui-même, Blaise Compaoré lui-même. Oui, non. Candidat. C'est tout ce que c'est tout lui, c'est tout lui aussi. Est-ce que c'est pas trop lui prêter une autre ambition? Bon, enfin, mais en tout cas, c'est pour répondre à Parfait que c'est pas forcément Kadré Désiré Ouédraogo. Ça peut être lui-même. Lengani? Oui, ben moi c'est un portrait, un autoportrait. En tout cas, ça ressemble beaucoup. Oui. Mais ce qui est sûr, de mon point de vue, c'est le portrait effectivement du candidat qui serait à mesure de conduire le Burkina Faso d'aujourd'hui. Déjà qu'on a en face de soi un personnage, Roch-Marc Christian Kaboré, qui a quand même une expérience, une solide expérience de gouvernement, qui a quand même une expérience au plan international, etc. Donc, si on veut remplacer celui-là par quelqu'un d'autre, il faut forcément, dans le profil, quelqu'un quand même qui, tout au moins, lui ressemble. Et donc, le portrait fait par la deuxième lettre me semble correspondre le mieux à l'homme qui pourrait effectivement diriger le Burkina Faso après avoir constaté l'échec patent de Roch-Marc Christian Kaboré au cours des 5 dernières années. Blaise Compaoré lui-même ou quelqu'un d'autre? KDO par exemple? KDO, j'en vois, moi je connais, je peux utiliser une dizaine de personnages au niveau national ici qui correspondent parfaitement à ce profil-là. Qui peuvent avoir des avantages par-ci et puis un peu moins par-là, etc. Mais en tout cas, qui peuvent effectivement cadrer dans ce profil-là. Alors, est-ce que les lettres sont réellement des lettres signées de Blaise Compaoré? Une première lettre à M. Nabaré qui valide, qui donne le OK pour l'investiture, et une seconde lettre dans laquelle, sans revenir sur la possibilité de l'investiture, mais qui donne un prototype qui semble ne pas aller dans le sens du président élu lors des primaires. Moi, je ne vais pas discuter sur qui est authentique, qui n'est pas authentique. Moi, je pars sur le principe que toutes les deux lettres sont des lettres de Blaise Compaoré. Je pars sur ce principe-là, puisque rien ne me prouve aujourd'hui que telle lettre est fausse et telle lettre est bonne. Même si je sais que j'ai beaucoup de penchant à croire à la deuxième lettre parce qu'elle a été publiée sur une page officielle, d'un personnage officiel qui est très proche de Blaise Compaoré. Et ça m'étonnerait que ce personnage-là s'amuse à faire du faux sur le dos de Blaise Compaoré. Donc ça, pour moi, c'est déjà un acquis fondamental. Et Jean Guillon, c'est ça? C'est ça, le conseiller Jean Guillon, le conseiller spécial du président Blaise Compaoré, Jean Guillon, qui a publié la lettre sur sa page officielle. Il m'étonnerait que ce personnage-là s'amuse à mettre une lettre sur laquelle il y a même un petit doute même. Il n'oserait même pas le faire. D'accord. Donc ça, c'est deux. Ensuite, je crois que le plus important dans cette affaire, c'est qu'est-ce que le CDP en fait. C'est ça. Parce que le CDP sait si les deux lettres sont vraies ou fausses. Le CDP le sait. Il dit c'est, Nabaré sait, etc. Donc qu'est-ce que le CDP va faire de ces deux lettres? Moi, c'est ça que moi j'attends pour voir. Et ce qui est sûr, ça aura des conséquences. On va attendre pour voir. Alors, voilà. André Eugène Ilboudo, est-ce que c'est toujours encore... c'est le mythe Blaise Compaoré, le mystère Blaise Compaoré, l'énigme Blaise Compaoré, deux lettres à la fois venant de la même personne qui disent des choses qui, au fond, se contredisent sans s'exclure, etc. Ben, écoutez, moi j'ai lu les deux lettres, effectivement. J'ai vu, d'abord sur le plan de la forme, vous voyez que les en-têtes ne sont même pas les mêmes. Effectivement, il y a une en-tête du CDP, donc du parti, ouais. La direction, etc., avec ses déclinaisons, Ouais. et il y a une en-tête du fondateur.
Quant aux signatures, vous savez qu'aujourd'hui, avec la technologie, vous pouvez prendre la signature de quelqu'un et fabriquer ce que vous voulez de lui sans que... Je crois que la signature n'est plus un élément de preuve que ce que tu as dit t'appartient. Cela exclut, moi je dirais, même si on a écrit le prototype, il y a des gens qui sont arrivés dans notre pays, dont M. Blaise Compaoré, avec son ami Thomas Sankara, qui n'avait pas l'expérience du pouvoir. Mais ils ont géré le pays pendant 4 ans, et après, il y a quelqu'un qui a géré pendant 27 ans. Donc, le fait de décrire un prototype d'une personne qui a de l'expérience, ça, c'est le jeu des politiciens qui veut exclure, qui veut admettre quelqu'un. Ce que moi, j'attends, comme l'a si bien dit Lengani, j'attends que la réaction du CDP... C'est vrai qu'on peut vous empêcher de travailler en vous disant toujours des choses qui vous empêchent de travailler, mais je pense que le CDP gagnerait à sortir pour dire les 2 lettres, voilà ce que le fondateur de notre parti dit, clairement et nettement pour tout le monde. Parce que ces 2 lettres-là jouent en leur défaveur. André Genibio, est-ce que finalement, quand on regarde, il y a une tête de Janus, parce qu'à la limite, au CDP, donc si le CDP, la direction sort pour dire c'est telle lettre-là qui est la vraie, on dira non, c'est parce que... Est-ce que ce n'est pas à Blaise Compaoré lui-même de faire un communiqué pour situer tout le monde ici? Non, si les 2 lettres-là sont parvenues au CDP, d'abord le CDP peut dire les 2 lettres-là sont de Blaise Compaoré. Je pense que c'est... Puisqu'on semble leur écrire, il faut que l'autorité du CDP, notamment M. Navarret, qui est le président de ce comité-là, sorte pour dire voilà ce que j'ai reçu. Et je crois que pour une fois, les politiciens auraient intérêt à donner une seule parole pour que ceux qui veulent les croire puissent les croire. Sinon, laisser comme ça les gens dans le doute, ils sèment le doute entre eux. Merci. Non, je voulais Une juste seconde. ajouter qu'en parlant du portrait robot, je pense que dans la procédure de désignation, il y avait un portrait qui avait été fait. C'est-à-dire qu'on dit qu'il fallait être à jour de ses cotisations, il fallait être un militant, il y avait un certain nombre de conditions qui étaient posées. Alors pourquoi on revient aujourd'hui avec un portrait voilà. C'est toute la question aujourd'hui. Voilà. D'où la confusion qu'il y a aujourd'hui. Donc il y a pas de souci. c'est important, Oui. c'est important que, comme le dit André Genibio, que le président du parti dise clairement, voilà, nous avons reçu une lettre de Blaise Compaoré, et puis bon, on avance. D'accord, très rapidement, oui. Parce que quand il dit qu'il y a un portrait de trop, effectivement, dans le portrait robot qui a été fait, il y a par exemple une clause qui disait qu'il fallait avoir une solide expérience dans la gestion, etc. etc. Ça peut traduire ce qui est décrit en détail. Merci, Lengani. On continue ce débat avec un autre sujet très préoccupant qui a alerté, qui a créé beaucoup d'émotions au Burkina, mais également fait bouger beaucoup de lignes en international, les chancelleries au niveau des États-Unis, l'Union européenne. On a eu beaucoup de réactions. Il s'agit donc de cette force commune-là qui a été donc découverte selon le dernier rapport du 8 juillet de Human Rights Watch qui indique qu'il y a eu 180 corps à Djibo aux alentours. Alors cette question est revenue et fait état donc, c'est une allégation de Human Rights Watch. Le gouvernement a réagi, expliquant qu'il arrive par moment que des terroristes utilisent donc des treillis, etc., pour se faire comme des forces armées nationales pour s'attaquer aux populations civiles, etc. Alors, Lengani, réaction sur ce sujet, on a vu par exemple l'ambassade des États-Unis qui a demandé au gouvernement de mener des enquêtes et de punir. Mais effectivement, il y a aussi l'Union européenne aussi qui a eu dans les brancards tout dernièrement. Bon, effectivement, c'est... Que dire? Sinon que, comme on l'a dit la semaine dernière, il faut féliciter le courage et l'abnégation de ceux qui dénoncent ces faits-là depuis des mois dans ce pays, mais pas depuis des années. Et ils sont aujourd'hui, le pays et le gouvernement, avec ces vuvuzelas, comme on dit, sont obligés de se rendre compte de la réalité, qu'effectivement, dans ce pays, il y a un drame qui se vit. Un drame qui se vit, et les interpellations qui sont faites, ce n'est pas parce qu'on est contre X ou Y, ou ce n'est pas parce qu'on est contre la FDS, loin de là. C'est être apatride que de penser que des leaders d'opinion, ceux qui expriment des opinions, veulent en fait vouloir qu'on en finisse avec la FDS. Non. C'est pour dire que ce que nous faisons, tous les actes que nous posons sont comptabilisés par l'ensemble de la société nationale et internationale. Et d'une manière ou d'une autre, on va répondre. Il est mieux de prendre des mesures fermes pour prévenir certains dérapages que de se laisser aller et ensuite se retrouver dans une situation
incontrôlable. Parce qu'on est fort aujourd'hui, on peut devenir faible demain. Et il faut éviter donc des stigmatisations, etc. Donc c'est ce que je constate aujourd'hui. Et la réponse du gouvernement, effectivement, montre qu'on est dans une impasse. Parce que cette réponse ne peut convaincre personne d'honnête. Parce que, bon, on dit que des terroristes utilisent des tenues militaires, ce n'est pas attendre que la communauté internationale nous interpelle pour le dire. Après chaque charnière, après chaque découverte de cadavres, il faut nous expliquer, pour nous dire, voilà, il y a eu des tenues militaires qui ont été volées, qui ont été utilisées dans telle ou telle région. Il y a eu tel ou tel mort dans telle région, ce n'est pas des militaires burkinabés, on n'a pas mené d'opération dans ces régions-là. Il ne faut pas attendre des mois plus tard qu'on vous interpelle pour nous dire non, il y a des terroristes qui s'habillent. On le sait, c'est très possible et c'est très probable. Mais il faut le faire en temps réel, ne pas attendre qu'on vous interpelle. Ça apparaît une expression tellement facile que c'est tiré par les cheveux. Et je dis qu'il faut commencer dès maintenant à prendre conscience de la réalité. Pour ceux qui n'ont pas encore compris que nous allons vers un drame effectif. Il faut prendre conscience de la réalité. 180 morts, c'est pas 180. Et puis ça, je vous en prie, Dieu seul sait combien de morts, combien de corps n'ont pas été trouvés. Combien de personnes ont été comme ça zigouillées sans qu'on cherche. Oui, mais là, c'est que la réaction du gouvernement, c'est de dire que il y a souvent une utilisation, il y a de la ruse qu'utilisent les forces les extrémistes qui utilisent par exemple le matériel militaire légal, qui utilisent des tenues de militaires et qui font ces massacres. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une difficulté à faire la part entre qui est terroriste et qui est FDS? Oui, mais justement, je dis c'est effectif. Il est certain qu'à des moments donnés, les djihadistes ont utilisé des tenues. Mais on ne peut pas nous faire croire aussi que les djihadistes agissent avec des tenues burkinabées. Parce que c'est par essence, quand ces gens-là agissent, c'est à visage découvert. Ils tuent, ils font le mal pour montrer qu'ils sont capables de faire le mal. Ils ne se cachent pas derrière des ruses. Mais il peut y avoir des situations où effectivement ils utilisent les tenues pour passer à travers les mailles du filet de FDS pour atteindre les cibles, etc. Ça c'est très possible. Mais quand c'est comme ça, il faut que pour chaque situation, quand le gouvernement nous dit qu'il y a un ratissage dans la région, qu'après le ratissage nous dise, voilà, en fait, il n'y a pas eu d'opération militaire dans cette région, donc ce qui s'est passé ne l'est pas en tout cas de nos activités. Et là, on aurait pu comprendre. Au lieu d'attendre que par la suite, on soit interpellé, c'est comme si on cherchait des justificateurs à une situation impossible. André Jean-Iliboudou, l'ambassade des États-Unis ici qui a réagi a dit face à ces menaces, donc parlant donc de l'agression des forces extrémistes, l'ambassade dit que face à ces menaces, il est impératif que le gouvernement respecte les normes de conduite les plus élevées et respecte la responsabilité de l'État de protéger ses citoyens. Si et quand il ne le fait pas, il doit tenir les auteurs responsables de leurs crimes. Personne n'est au-dessus de la loi. Est-ce que ce n'est pas finalement une immixtion un peu trop? Ou est-ce que c'est parce que l'ambassade ou l'international attend beaucoup du gouvernement et que jusque-là, il n'y a pas de satisfaction en termes de sanctions ou en termes réellement de professionnalisation dans le cadre de cette lutte-là? Si je devais répondre directement à la question que vous me posez, je crois que les Burkinabés attendent plus des chanceliers étrangers et des pays étrangers qui nous aident à vaincre le terrorisme s'ils en ont la capacité. S'ils veulent que nous vainquions les djihadistes, ils le peuvent, mais ils n'en veulent pas. C'est vrai que ce qui est arrivé, ce qu'on dénonce, si c'est avéré, c'est problématique. C'est pourquoi le gouvernement devrait travailler encore plus à donner plus de crédibilité à ce qu'il fait. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr que le gouvernement est en mesure de convaincre qui que ce soit parce que personne ne veut être convaincu dans cette affaire. Ce qui me gêne dans cette affaire, c'est que quand on pense que c'est du côté des djihadistes qu'il y a des morts, tout le monde lui dans les brancards. Mais on a tué le maire de Pinsa pour ne prendre que lui et c'est l'actualité récente. Je n'ai pas vu un communiqué. Oui, mais André Géniboulou, ce qui se dit là, ce sont des populations civiles. Il ne s'agit pas donc de terroristes abattus, il s'agit de populations civiles telles que les allégations sont faites. Voilà pourquoi il y a le maire de Pinsa n'est pas le maire de Pinsa qu'on a tué n'est pas un militaire. Je veux dire, je ne supporte pas que l'on tue des gens. Mais je pense que pour être équilibré, il faut réagir des deux côtés. On ne peut pas simplement réagir
quand on estime que ce sont des gens qui sont tués de l'autre côté, et quand des personnes qui sont identifiées sont tuées par des djihadistes, on n'entend pas de communiquer. Ouais, André Génibourou, par exemple, quand il y a eu plusieurs massacres sur le territoire, les chancelleries ont réagi aux côtés du Burkina ils ont fait des communiqués, etc. Et ça, c'est quand des terroristes tuent des populations civiles. Mais ici, il est question de dire, et le gouvernement, dans son communiqué, n'a pas remis en cause stricto sensu le fait qu'il y ait 180 corps, etc. Le gouvernement a tenté d'expliquer ce qui aurait pu arriver, etc. Est-ce que quand c'est comme ça... J'imagine toute la peine du gouvernement, parce que moi, quand je parle, je peux parler, dire ce que j'ai envie de dire, même si je n'ai aucune preuve de ce que j'ai dit. Mais le gouvernement ne peut pas parler comme moi. Il est obligé de faire attention à ce qu'il dit pour que ça ne se retourne pas contre lui. Donc, si on lui dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé, je ne vois pas un membre du gouvernement qui va se lever pour dire « c'est pas vrai, c'est pas vrai ». Or, moi, je peux dire que c'est pas vrai. Et puis, je continue à circuler. Ce que je veux dire, le gouvernement a intérêt, lui aussi, à faire en sorte que ce soit documenté et que ce soit fait. Je dirais, par exemple, on lui demande de faire une enquête internationale. Je crois que le gouvernement doit accéder pour permettre à ceux qui disent de faire l'enquête et leur dire, voici les gens qui ont été tués, ils ont été inhumés à tel endroit, c'est telle personne et telle personne qui ont été tués, etc. etc. Je pense qu'en ce moment-là, le gouvernement pourrait faire en sorte que ceux qui veulent croire en lui puissent le croire en lui. Parce que moi, je me dis, je ne mets pas en doute le circuit d'information des organisations internationales. Mais je pense que les organisations internationales, avec toutes les chancelleries étrangères, aideraient le Burkina et le peuple burkinabé à vaincre simplement le terrorisme parce qu'ils en ont les moyens. Encore une fois, j'ai dit, aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde sait que si on veut réduire le djihadisme à sa portion congrue, on le peut. Parce que les armes, là, ce n'est pas les terroristes qui les fabriquent. Ils peuvent trouver une aiguille perdue dans un foin de botte. Pourquoi ils ne peuvent pas trouver les djihadistes qui se baladent partout avec des armes, etc. etc. Et je mets en bémol un petit peu ce que Lengani disait. Les djihadistes, quand ils viennent pour vous attaquer, ils ne viennent pas avec le drapeau noir en bandoulière, et puis ils viennent dire, écoutez, nous on va aller attaquer le Roko aujourd'hui, et puis ils viennent, et tout le monde est au courant. Quand même, ils utilisent de la ruse, ils se mêlent aux gens, et on ne les connaît pas, ils viennent faire exploser les bombes. D'accord. Alors, Évariste Concebo, quand on lit par exemple le communiqué du gouvernement, nulle part le gouvernement remet en cause, par exemple, les cas de la force commune. On ne voit pas apparaître, on voit le gouvernement qui explique ce qu'il fait et comment les forces interviennent, les dégâts qu'il y a eu jusqu'à ce jour liés au terrorisme et tout, mais le gouvernement ne dit pas, tel que Amnesty Human Rights Watch dit, fait une allégation qui est aussi grave, 180 corps dans une force commune. Est-ce qu'on peut prendre suffisamment de temps pour aller voir cette force commune, etc., pour que dans le communiqué du gouvernement, on ne voit pas trop en fait, quand on lève cette allégation ou qu'on la demande, etc. Non, ce n'est pas qu'on ne voit pas trop. J'ai lu le communiqué du gouvernement. Ils n'en font pas qu'à ça veut dire qu'ils actent. Ils ne contestent pas du tout la réalité de ce qui est annoncé. Maintenant, c'est vrai qu'ils utilisent donc l'argument donc de la ruse ou la confusion. Bon, c'est vrai que c'est une guerre asymétrique. Même les États-Unis, souvent dans certains contextes de guerre asymétrique, je suis sûr que si on fouillait, il y avait matière à dire. Mais maintenant, c'est vrai que la responsabilité... Moi, j'aurais été à l'aise que ce soit peut-être nos autorités qui étaient à l'origine donc de cette découverte et qui auraient l'annoncé. Mais maintenant, j'ai l'impression aussi qu'on focalise tout, à la fois aussi sur le gouvernement, mais il y a la justice qui est là. Et nous sommes dans un état où, si c'est théorique, je ne sais pas qu'on me le dise, on dit qu'il y a séparation des pouvoirs. C'est plutôt là, je pense, à la justice. On devait interpeller beaucoup plus la justice que le gouvernement. Bon, maintenant, c'est comme je l'ai dit, j'aurais été plus à l'aise que ce soit nos autorités qui étaient à l'origine donc de cette annonce-là, que ce soit maintenant d'autres pressions extérieures. Bon, quelque part, je ne sais pas, ça me met un peu mal à l'aise. Est-ce que je peux dire quelque chose avant? Oui, très rapidement. Ce que je voulais dire, c'est que les allégations qui ont été faites, c'est qu'on a retrouvé des corps dans plusieurs fosses communes. Mais quand les gens meurent, on les enterre. Et quand une personne est enterrée, ça devient une fosse. Ça veut dire... Mais 180 personnes, c'est trop. Non, mais au Sahel, les gens qui sont morts... Mais qui les a donc enterrés? Non, peut-être là, il faut qu'on définisse ce que veut dire fosse commune. Fosse commune, ça veut dire une fosse où il y a plusieurs corps. Oui, je sais. Voilà, mais quand les gens meurent, quand on tue les gens par 3, par 4, par 5... Bon, et qui les a donc enterrés? Mais ce que... les terroristes auraient du temps pour s'arrêter pour enterrer? Là où ça m'intrigue, et peut-être Lengani l'a évoqué en filigrane,
les terroristes n'enterrent pas les morts. Ils les tuent et ils s'en vont. C'est à vous de vous débrouiller pour les enterrer. C'est là que ça veut dire que peut-être que ceux qui ont été enterrés sont reconnus soit par les gens du village, etc., etc. Donc c'est effectivement, bon, comme les gens ont été enterrés, mais je crois que le gouvernement gagnerait plus à se pencher sur cette affaire-là pour tirer au clair, ne serait-ce que pour sa propre Non, moi, je n'ai pas terminé. Non, moi, je voulais tout simplement dire que dans cette histoire, la responsabilité de notre gouvernement est engagée parce qu'il est de leur rôle que de protéger les citoyens. Et là, nous sommes en flagrant délit d'incapacité de protéger des Burkinabés sur leur territoire. Et c'est ça où il y a le problème. Maintenant, sortir à chercher des excuses, au lieu de chercher des excuses, parce que là, vraiment, c'est ridicule, je l'ai lu, excusez-moi, avec tout mon sérieux, et ça ne sert à rien de chercher des excuses. Ils sont là pour faire un boulot, c'est leur job. Et ils doivent plutôt chercher les moyens pour contenir ce genre de phénomène, plutôt que à vouloir s'excuser. Parfait, Sylvia. Non, pour moi, ce ne sont pas des excuses. Ils ont évoqué des hypothèses, c'est-à-dire que sur la base d'un certain nombre de faits, sur la base d'une observation, parce qu'il y a eu effectivement des camps qui ont été attaqués, et donc il y a eu des armes, il y a eu des tenues, mais qu'à cela ne tienne, pour moi le plus important, les organisations ont fait, ils ont parlé, ils ont évoqué... Ils ont fait des révélations. Ils ont fait des révélations, mais c'est au gouvernement de prendre en charge la question et de déterminer effectivement comment on a pu se retrouver autour de Guibo avec ses forces communes. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais qu'en est-il de la réalité de ces forces? Parce que moi, ça me pose quand même un problème. Mais justement... une organisation de droits de l'homme dit qu'il y a des forces communes, ou une force commune de 180 civils, et on n'a pas vu à la télé, les médias, avec le procureur, etc., pour aller voir, au moins qu'on puisse voir ça matériellement. Justement, je n'ai pas voulu dire... Et des explications qui sont données par la suite dans les communiqués. Je n'ai pas voulu dire d'emblée qu'on peut se poser la question sur la réalité de ces forces. Parce que si des gens évoquent, ils doivent avoir un circuit d'information. Mais voilà pourquoi j'ai dit, il faut que le gouvernement fasse son enquête pour déterminer comment ces personnes sont décédées et comment ces personnes ont été enterrées et qu'est-ce qui s'est passé autour de ces faits. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Mais sans oublier que l'organisation en question est restée muette sur des cas plus graves que ça en Afghanistan et dans d'autres pays où il y a eu des guerres. Voilà. Ça, c'est mais la responsabilité du gouvernement... Est-ce que cela déroge si avéré, la responsabilité de l'État burkinabé vis-à-vis de ses citoyens, si c'est des citoyens afghans? Non. Oui. Si c'est avéré, la responsabilité du gouvernement est engagée parce que ce sont des Burkinabés, ce sont des personnes qui vivent sur le territoire burkinabé. Et l'État a le devoir d'assurer la sécurité de tous les Burkinabés. Voilà pourquoi je dis, il est important qu'on puisse avoir le fin mot de l'histoire, savoir qu'est-ce qui s'est passé effectivement pour que ces personnes puissent être tuées. Mais Parfait dit quelque chose. Vous imaginez le procureur chargé de Dori et de Guibo appeler Human Rights de venir, on va aller sur le terrain pour regarder les... Pourquoi pas? C'est faisable. Mais tout le monde va aller dans les brancards. Vous savez, moi, si je parle aujourd'hui, il faut regarder la réalité des faits. Si moi je parle aujourd'hui, avant de sortir ici, le procureur peut venir me chercher. Mais si c'est un défenseur des droits humains à l'international, vous lui écrivez une lettre. Vous avez vu pendant l'enquête sur le Norbert Zango, vous avez vu qu'il y a quelqu'un, un raciste convaincu, est venu déblatérer sur le Burkina, il a repris son avion, il est parti. Non, ce que je vais dire, Il l'était, hein. Ce que je vais dire, C'est pas nouveau. c'est que, vous savez, nous sommes dans un pays pauvre comme le nôtre, comme on dit. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, même si vous voulez. Moi, je suis sûr que si le gouvernement interpelle Human Rights de venir, puisqu'ils sont allés sur le terrain, ils ont vécu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas peur des djihadistes, peut-être qu'ils collaborent avec eux, ils savent les tenir et les aboutissants. De venir, on va aller là. Vous allez voir, on va dire André, qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement ici, en attendant, c'est le gouvernement qui est ici accusé. Oui. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour sa défense en expliquant clairement soit que les forces n'existent pas, soit que ce n'est pas réellement... C'est pourquoi j'ai dit le gouvernement ne peut pas parler comme ça. Soit que ce n'est pas les forces de défense. Moi, je peux dire n'importe quoi et sortir et dormir. Alors, d'abord, sur cette affaire de 180, le nombre 180, je ne peux pas focaliser sur ça. Sinon, si c'est moi, mon opinion personnelle, c'est beaucoup plus que ça. Les gens qui sont morts, certains cadavres, on ne le trouve pas, certains, c'est dans des vieilles mines, c'est dans des sites d'orpaillage qu'on les a
antérieure, etc. Donc il y a des corps qu'on ne va jamais retrouver. Donc 180 pour moi, c'est le strict minimum. Mais le problème, ce n'est pas ça à mon niveau. Mon problème, d'abord, il faut dire qu'on ne peut pas faire ce type de guerre sans bavure. Ce n'est pas possible. Ça, les bavures sont, de mon point de vue, sont à tolérer. Ce qui est inacceptable, c'est ce que les populations décrivent, c'est les 180 cadavres. Des gens qui sont des villages qu'on encercle, on choisit des gens et on va les tuer. Ça, c'est inacceptable. Ça, ce n'est pas une bavure. Ou bien que, après une attaque de djihadistes, on fonce sur un village et on tue sur tout ce qu'on voit. Ça, ce n'est pas des bavures. Pour les 180 morts, c'est ce qu'on a dit? Je vais ignorer cette question qui s'adresse à vous-même. Non, faut pas. Non, qui s'adresse à vous-même. Allons-y, Lengani. Vous la posez parce que vous savez ce que vous voulez dire. Et moi, en ce qui me concerne, mon opinion est que, effectivement, il faut faire très attention pour ne pas favoriser un certain discours de nihilisme qui va entraîner nos pays dans le chaos. Et comme je l'ai dit, on le veut, on ne le veut pas, c'est des faits qui sont imprescriptibles. Tôt ou tard, les gens seront rattrapés. Merci. Ça c'est clair, les gens seront rattrapés. Et Merci. je dis une autre conséquence. Et cette fois-ci, elle est même du côté de ceux qu'on amène à poser certains actes. Ceux qui défendent ça là, eux, ils ne tuent pas. Ils sont assis dans leur maison, dans leur salon. Ils sont assis, ils sont en train de pérorer parce qu'ils ont été payés pour faire ça. Mais ceux qui tuent, ceux qui sont amenés à commettre ces actes-là, savez-vous quelles sont les conséquences qu'il a sur ces personnes-là? Merci, Lengani. Mesurez-vous un peu seulement les conséquences que ces personnes subissent? Merci, Lengani. En tout cas, le gouvernement a exprimé clairement que les forces de défense et de sécurité mènent cette lutte-là dans le respect des engagements internationaux du Burkina et que, par ailleurs, tout ce qu'il y a eu comme, en tout cas, dérives ont été sanctionnés et que des sanctions sont toujours prises. Non, mais pour ce cas précis, je pense que la justice gagnerait à se mettre en branle. Merci. Évariste Fossin-Concebo, on enchaîne sur un sujet un peu plus polémique, mais également plus politique. Il s'agit donc du projet de report des élections, qui est une des recommandations sur 19 du document de l'Assemblée nationale, qui a donc soulevé une vague, en tout cas un débat assez important, assez dense. Nous allons donc ensemble en parler. Il s'agit d'un document de l'Assemblée nationale. L'Assemblée a fait, disons, une tournée dans les 5 provinces, 5 régions et provinces plutôt concernées par le phénomène de 5 régions, pardon, 5 régions concernées par le phénomène du terrorisme et de l'insécurité. Alors il est ressorti 19 recommandations, dont une qui a cristallisé un peu l'opinion. Il s'agit de celle qui demande le report des législatives au profit, bien sûr, donc le découplage de ces élections qui a soulevé un tollé. Alors, André-Eugène Ilboudo, il s'agit de 19. Est-ce que le document, finalement, les 18 autres recommandations, finalement, ont été passées à perte et profit? Est-ce que tout ça, pourquoi une telle fixation sur une question, quand même une question qui pose avec des faits? Bon, écoutez, vous savez, cette affaire-là, il faut qu'on raisonne en intellectuel et pas des gens qui achètent 10 francs d'unité et qui écrivent avec des fautes sur les réseaux sociaux. La première des choses, c'est que quand le président de l'Assemblée nationale est allé présenter le rapport au président, il a dit, ils ont travaillé à huis clos. Là aussi, il fait une erreur parce qu'avec les gens qui enregistrent les gens partout, avec les éléments d'espionnage, tu ne peux rien faire encore à huis clos. Même les lunettes ont des enregistreurs et pour filmer, donc tu ne peux rien faire à huis clos. Donc déjà, c'est une erreur que l'Assemblée nationale fait en croyant qu'il parle à huis clos. Deuxièmement, on nous dit que ça a été voté à l'unanimité. Mais on sait qu'il y a combien de partis à l'Assemblée nationale? Comment peut-on voter un dossier à l'unanimité à l'Assemblée nationale et que des patrons de partis sortent dire qu'ils n'étaient pas au courant? Est-ce que ça veut dire que les députés qui sont là-bas votent les choses sans se référer ni à leur peuple ni au chef de parti? Ou bien, pour moi, ça pose problème avec toutes les entourloupes que les partis politiques là, nous font faire. Parce que ça amène un autre débat. Parce que quand ils disent qu'ils ont voté le budget et que très groupe parlementaire est sorti pour dire ça, ça veut dire même que le chef de parti n'est pas au courant de ce qu'ils ont dit, puisque dans cette affaire-là, ils nous démontrent clairement
qu'ils ont voté pour eux et que les autres n'étaient pas au courant. Mais j'ai fait cette analyse de forum. Le député est un élu national et le mandat. Mais quand ils sortent pour voter le budget national et que des gens disent que notre groupe parlementaire a décidé que, ça veut dire qu'ils se sont concertés dans leur parti pour amener une voix du parti pour dire qu'ils sont d'accord. Le député est indépendant. Oui, mais voilà encore toutes les entourloupes qu'on nous fait faire dans cette affaire. Maintenant, cela dit, mais je vais ajouter une deuxième analyse. Pour arriver à là, je constate que Bala s'est fait avoir, et si je devais parler vulgairement, il s'est fait avoir en étant debout. Parce que cette affaire, si vous regardez tous les gens que on est en train de broyer, ce sont des jeux politiques. C'est Bala que l'on est en train de vouloir broyer. Et c'est un cas que l'on est en train de broyer. Vous regardez l'affaire du charbon fin. Vous regardez l'affaire de Jean-Claude. Vous regardez l'affaire de Armand. Vous regardez encore l'affaire de Bala. Regardez, ce sont des aussi. De Canazou. J'arrive. Laissez-moi terminer. Ce sont des gens d'un même camp que l'on est en train de broyer. Et qui veut les broyer? Mais attendez. Nous sommes des journalistes et nous sommes obligés de regarder d'une manière globale ce qui se passe. On ne peut pas se focaliser sur quelque chose. Maintenant, la question que vous me posez. Moi, en tant qu'intellectuel, ça me pose problème que sur 19 recommandations, on sorte le 15e et c'est ça qu'on brandit. Où sont les 18 autres? Qu'est-ce que les 18 autres disent? Donc je me dis, moi je ne peux pas me contenter simplement de regarder un seul. Parce que c'est un corps, c'est tout un ensemble. Mais bien sûr, les députés, ils ont mal fait leurs recommandations pour les charger là. Parce qu'ils auraient dit simplement, étant donné que le pays est dans l'insécurité, et 52 députés ne peuvent pas être votés, ce qui est presque la moitié des députés, ça veut dire que c'est la moitié du territoire qui ne peut pas être voté. En ce moment-là, soit on annule les élections, soit on les reporte pour un an pour tout le monde. Là où ils ont fait une grosse erreur, c'est de vouloir détacher l'élection de la présidentielle. Parce qu'en ce moment-là, tout le monde a vu qu'ils sont en train de André protéger leur combat. ils ont expliqué que les choses sont comme ça. La circonscription électorale pour les législatives, c'est la province. Nous avons 45 provinces. Ce n'est pas toutes les 45 provinces qui ont problème. Mais j'imagine que le président... La présidentielle, c'est sur le territoire national. Donc, ils ont expliqué si dans les provinces... Vous savez, souvent vous défendez une cause et vous donnez les verges même pour qu'on vous batte. Ils ont donné les gros bâtons pour qu'on les batte. Selon André, il fallait dire simplement d'annuler toutes les élections. Non, parce que quand ils disent que la circonscription électorale diffère de la présidentielle législative, là, mais le président ne veut pas s'asseoir à Kosiam sur son fauteuil avec un téléprompteur pour faire une campagne. J'imagine qu'il va aller dans les villages et dans les recoins du Burkina, là où les députés ne peuvent pas aller pour se faire élire. D'accord. Alors, Évariste Conservo, je prends deux recommandations, la 17 et la 18. Qui dit, par exemple, qu'à l'issue, donc la recommandation 17, à l'issue du scrutin de novembre 2020, en accord avec les députés, l'ensemble de la classe politique, les organisations de la société civile et toutes les autres composantes de la nation, le président élu mettra en œuvre une dynamique de réconciliation nationale de tous les Burkinabés sur les défis politiques, économiques, du vivre ensemble, de la justice, du pardon, au plus tard fin premier trimestre 2021. Et la recommandation 18 dit, la représentation nationale recommande au gouvernement la présentation d'un rapport circonstancié global sur le nombre de communes et de villages non enrôlés à la date du 30 juin 2020 et l'impact de cette situation sur la tenue effective des scrutins du 22 novembre 2020 dans les 5 régions impactées par l'insécurité. Alors, quand on regarde ça, est-ce que finalement on a mis de côté des recommandations comme celle-là qui semblent quand même importantes, ou même on demande au gouvernement de sortir des éléments, des faits concrets de terrain pour voir si concrètement on peut, comment on y décide. Alors, mais là, est-ce que, c'est quoi? Comme André Jeanne le dit, c'est vraiment la logique du politique, ce sont les intérêts politiques, donc on ne tient pas compte peut-être d'un certain nombre d'éléments ou quoi? D'abord, c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit, hein, tout ça, pour, je ne sais pas, c'est peut-être une tempête dans un verre d'eau, parce que ce n'est qu'un rapport qui a été adopté par 101 députés, je pense, 105 députés, sur 100 et sur 127, et un rapport assorti de recommandations, et tout le monde sort du coup des gourdins sur le pauvre Bala, je ne sais pas. Donc d'abord, ça c'est d'abord un problème. Mais c'est vrai qu'en déroulant un peu, le point sur la réconciliation,
qu'il a développé plus tard dans les interviews m'a beaucoup marqué parce qu'il est même allé plus loin en disant que quelles que soient les armes les plus performantes que vous avez, en absence d'une vraie réconciliation, le problème sécuritaire ne peut pas reculer. Ça veut dire que il conditionne la réconciliation vraiment à beaucoup de choses. Maintenant, c'est vrai. Et à l'étape, moi je pense, parce que c'est vrai que tout le monde s'attendait à ce que ce soit la CENI qui sorte, dit voilà, on peut faire les élections ici, on ne peut pas. Mais ils n'ont pas mal fait que, peut-être ils ont anticipé. C'est leur lecture des choses. Hein? Et ce n'est qu'un rapport avec des recommandations. Mais bon, c'est vrai que je n'ai pas très bien compris ce lever de Bogota. Parfait, Sylvia. Et effectivement, on a vu que très rapidement, sous le couvert donc, du dialogue politique, on a vu le MPP, on a vu aussi l'Union PS, qui sont donc sous le couvert du dialogue politique, qui ont fait ensemble une conférence de presse, ils ont eu une position commune par rapport à ce sujet. Mais ça ne règle pas le problème. Parce que les députés ont dit, sur la base des rencontres qu'ils ont eues avec les populations, il y a beaucoup de provinces, il y a de nombreuses provinces où on n'a pas d'avoir pu faire l'enrôlement, ou probablement on ne pourra pas faire l'élection. Et donc, ils proposent le report des législatives. La classe politique, après, s'entend pour dire, bon, on garde la date. Mais le vrai problème, il est là. Quelle sera la légitimité d'un député qui est élu dans une province sur la base des résultats d'un village sur 50. Quelle sera la légitimité de ce député? Mais donc, le vrai problème, il reste là. Pour moi, j'ai dit, mais il n'y a même pas de chat à fouetter. Les députés sont dans leur rôle. Ils ont regardé la situation et c'est eux qu'il faut féliciter. C'est les députés qu'il faut féliciter parce que les politiciens sont assis à Ouaga. Il y en a même certains députés qui depuis 2 ans ne sont même pas allés dans leur province, qui ne sont pas allés dans leur province. Mais tout le monde regarde la situation, tout le monde sait que ça va être difficile. Personne ne dit mot. Les députés prennent l'initiative d'aller sur le terrain. Ils reviennent, ils font un simple rapport. Oui, mais au niveau des politiques aussi, ils estiment qu'ils ont déjà arrêté quelque chose en commun dans le cadre du dialogue politique et qu'il ne faut pas changer la donne. Mais ce que les députés ont fait, ils n'ont rien changé. Ils ont fait juste un rapport qui était transmis au président de Faso, qui savait auparavant que l'Assemblée nationale allait faire une tournée dans les 5 régions. Donc, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Moi, j'ai dit simplement, il faut que désormais les gens s'assument. Parce qu'en réalité, nous sommes en face d'une situation et les gens semblent dormir. On semble se dire, oh bon, on va se lever le 22 novembre et puis aller voter comme si on allait boire du thé dans son grain. Non. Alors, attendez, c'est très sérieux. Avant de venir à Lengani, on va peut-être demander de nous passer un extrait sur l'évocation de la réconciliation nationale, qui est un point quand même important, sur lequel l'Assemblée a eu quand même à dire. On moyen de organiser la sécurité passée dans l'élection tout le monde parle. La tonne de Wilbati a t il est ni Hanna Wawa. T sécurité mais il faut taille. Yisgom de bon de sortir de conciliation. Tu n'es pas ton zemetaba, lectab tout mais. Mantab souli, y bâti l'oramba. Ils sont je vais tout le monde les bons. Ils sont des camétis à quelqu'un qui va pour un atout de pouvoir. Alors, donc, c'est un peu la question de la réconciliation. Je crois qu'on n'a pas eu la version en français que beaucoup ont déjà pu suivre. Alors, oui, Varis veut dire quelque chose, par exemple, Lengani va prendre. Pour le moment, c'est un projet pour moi. Mais en fait, le planning de ce projet-là, en fait, parce qu'il ne suffit pas de reporter les élections, même présidentielles, législatives, et de croiser les bras et d'attendre à l'échéance. Il y a des actions qu'il faut mener pour que la situation change. Et au titre donc de ces actions-là, il y a la réconciliation. D'accord. Lengani? Oui, d'abord, je voudrais pointer par 2 choses. Très rapidement, oui. D'abord, dire que je suis en parfaite harmonie et d'accord avec mon ami Silga, dont j'applaudis vraiment l'argumentaire. Ensuite, vous allez me permettre de faire une prière pour M. Simon Compaoré, qui a fait une prière pour ceux qui sont
contre la tenue des élections, en disant qu'ils souhaitent que Dieu enlève de leur Esprit diabolique. Bon. Moi, je voudrais prier pour lui aussi. Et prier Dieu de faire en sorte que les intentions cachées de M. Simon Compaoré, que Dieu nous a révélées, qui sont d'être président de l'Assemblée nationale, puis d'être président de FASO, que Dieu fasse en sorte que ces intentions sataniques-là sortent de lui. Lengani, est-ce que... M. Simon Compaoré... Lengani, je vais simplement relire ce que M. Simon Compaoré a dit. M. Simon Compaoré a dit à tous ceux qui ont des agendas cachés, appelant au report des élections, que le Tout-Puissant enlève cette vision diabolique en eux. Il n'a pas parlé d'être candidat à la présidentielle. Oui, moi je prie pour lui aussi. Ses intentions sont cachées. Dieu nous les a révélées. Que Dieu fasse en sorte que ces intentions sataniques-là sortent de sa tête. Et qu'il y ait effectivement la situation réelle de notre pays. Prière pour prière, prions les uns pour les autres. Dieu même est d'accord pour ça. Priez pour votre prochain et Dieu vous exercera, vous aussi, votre prière. Bon, pour dire que dans cette affaire, ça montre de manière crue la réalité de ce pays-là, à savoir un jeu de dupes, un poker menteur en réalité. Pourquoi? Le dialogue politique qu'on dit, il s'est assis, on ne sait pas qui ils ont consulté, comment ils ont travaillé, ils ont sorti des recommandations qui nous engagent tous. C'est ça. Les parlementaires font un rapport sur la base d'un travail fouillé sur le terrain. Ils ont risqué leur vie pour aller faire ces rencontres-là. Ils nous sortent un document qui dit le contraire de ce que le dialogue politique dit. Qui ment dans cette affaire? Qui est hypocrite dans cette affaire? Non, mais est-ce qu'il y a réellement un contraire? Peut-être que c'était... La justice dit souvent des faits nouveaux. Peut-être que ce que les parlementaires envoient sont des faits nouveaux parce que postérieurs à l'assise des dialogues politiques, ça, dans ce sens, oui, mais ce n'est pas le contraire. Moi, Lengani Issaka, assis ici depuis 2019, depuis 2018, j'étais convaincu qu'il est très difficile de faire les élections en 2020. Plusieurs fois ici, on l'a dit ici plusieurs fois. Nous n'avons aucune responsabilité, nous sommes des citoyens libres. Non, mais... Par contre, ceux qui ont les jeux politiques, leur intérêt c'est quoi? Par exemple, j'ai parlé de M. Simon Compaoré, qui n'est pas député aujourd'hui et qui ambitionne d'être président de l'Assemblée nationale. Il faut que ces élections aient lieu. Et à bonne date. Oui, mais si les élections ont lieu plus tard aussi, s'il a ses ambitions, il pourra les réaliser. Le plus tôt sera le mieux. Le plus tôt sera le mieux. Et puis, si les élections sont reportées, je peux vous assurer que beaucoup de choses vont changer. Moi, je suis bien placé pour le dire pourquoi. Parce que je suis de ceux qui pensent que 80% des députés d'aujourd'hui n'auraient pas été députés s'il n'y avait pas eu la loi d'exclusion de 2015. Donc, c'est une assemblée qui, même, pour moi, est illégitime en réalité. Mais quand dans un sursaut de patriotisme, ces gens-là sortent un document, ces gens-là, il ne faut pas quand même jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'il y a des recommandations fortes qui sont faites, notamment sur la réconciliation. Et là, je suis d'accord avec Conseil Mbo pour dire qu'il est vrai qu'il y a des propositions qui sont faites, mais pour moi, c'est une base de discussion. D'accord. Alors, ce qui a été prévu pour 2021, là, mais les mêmes députés peuvent le faire aujourd'hui. Ils peuvent commencer à mettre en route la réconciliation qu'ils appellent de tous leurs vœux, à l'unanimité. Et alors, même si cette unanimité, on a vu un député qui a trouvé le moyen de trouver un petit trou pour sortir, et puis il est venu dire que lui n'est pas d'accord. Ça, c'est du sankarisme tout fait. D'accord, ok. Alors, le président du FASO a donc remis le rapport après l'avoir reçu au dialogue politique, donc à M. Simon Compaoré et à M. Zéphirin Diabré. Alors, il y a eu une réponse commune du dialogue politique qui a donc rejeté le document, cette proposition également. Alors, selon vous, aujourd'hui, le président du FASO est donc dans la position de pouvoir lui également réagir par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez est-ce qu'il faut donc classer dans les tiroirs ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire par rapport à ce rapport? Non, moi je pense que le président du FASO ne peut pas faire autre chose. Vous savez, tout le monde veut les élections, sauf peut-être ceux qui ne peuvent pas aller au vote. C'est tous les villages qui ont été écartés dans le rapport décrit.
les 52 députés qui représentent une population qui ne pourrait pas aller au vote là, allez leur demander si les votes présidentiels ou législatifs les regardent, ils vont vous dire que ça ne les regarde pas. Mais tous ceux qui ruent dans les brancards aujourd'hui, les chefs de partis politiques, qu'est-ce que les gars veulent? Parce que si on élit le président, ils vont aller dire, écoutez, appelez-nous à la soupe, on va venir bouffer avec vous. C'est ça qui les intéresse. Je vous ai déjà dit une fois ici, les élections ne concernent que ceux qui veulent le fauteuil présidentiel. Parce que même si nous sommes tous morts... Il n'y a pas que le fauteuil présidentiel. Même si nous sommes tous morts... Il y a le fauteuil ministériel, député, etc. Même s'il reste 2 personnes qui peuvent voter un président là, les gars qui veulent le fauteuil là vont dire de faire les votes là pour que les 2 personnes votent pour que lui soit... Parfait, Silga. moi, Là, qu'est-ce que le président du Faso? Parce que est-ce que le président n'est pas aujourd'hui quand même entre le marteau et l'enclume? Vous avez le Parlement, donc, qui est une institution parlementaire, qui envoie un document au président. Vous avez donc les partis politiques, donc regroupés, une partie de la classe politique qui n'est pas d'accord. Et qu'est-ce que le président aujourd'hui peut bien faire face à cette situation où il faut carrément Non, j'avais déjà, je pense, il y a 2 ou 3 semaines, j'avais dit ici que le président doit convoquer tous les partis autour d'un forum et à l'issue des discussions, que l'on puisse arrêter quelque chose sur le vote des députés. C'est-à-dire qu'on arrive à dire, bon, si dans une province, nous avons 20 communes, je prends un exemple, nous avons 100 bureaux de vote et l'élection ne peut se faire que dans 2 bureaux de vote, qu'est-ce qu'on fait pour déterminer qui sera le député? Voilà, il faut arriver à ça. Parce que tout le problème, c'est de dire aujourd'hui, oui, on s'est entendu, l'élection va être maintenue le 22, mais la principale question demeure. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour moi, il faut peut-être arriver à modifier le code électoral. Voilà. Modifier le code électoral, il y a des engagements internationaux qui ne le permettent pas. Mais c'est vrai que notre code électoral, en fait, on ne fixe pas des seuils pour être, même avec, dans tout Ouagadougou, s'il y a 10 personnes qui votent, ben, ça passe. Donc, c'est la qualité. Et moi, ce que je pense, effectivement, au regard du contexte sécuritaire très, très dramatique, il ne faut pas l'ignorer, hein, parce que même jusqu'à présent, chaque jour, nous voyons que ça ne fait que se dégrader. Et qui peut nous garantir que d'ici même le 22 novembre, quand tout même sera bien calé, les gens pourraient aller en toute sécurité voter? C'est un. Moi, je pense que le chef de l'État, parce que c'est un problème national, il peut ouvrir une large concertation de tous les acteurs, société civile, les coutumiers, les religieux, tout ce qu'ils veulent, tout le monde, et pour quand même poser le problème et aussi les écouter. D'accord. Lengani? Moi, je crois que 105 députés ne peuvent pas adopter un document de ce genre-là et le président va prendre ça classé comme ça. Alors, c'est pas Lengani, il y a quand même quelque chose qui est un peu intriguant dans ça. Jusque-là, par exemple, le MPP, on n'a pas vu le secrétariat, parce qu'il se trouve que dans les instances supérieures de ces partis en question, il se trouve qu'il y a des députés qui sont dedans. Oui, alors, ça pose quand même oui, des problèmes. Mais c'est ça, on l'a dit, c'est les intentions. Si moi, je dis de prier, c'est les intentions cachées des gens. Les siens, on connaît. Bon, donc, ça veut dire qu'au MPP, il y a des gens qui veulent être députés. C'est tout à fait normal. Et qui ne sont pas aujourd'hui députés, qui veulent l'être. Ces gens-là veulent effectivement que ça se fasse. C'est dans tous les partis. Ça, moi, je trouve que ça, c'est tout à fait, c'est des ambitions tout à fait légitimes. Mais quand je vois qu'il faut enjamber les cadavres de FDS. Du pays, c'est ça d'abord. Les cadavres de FDS qui meurent pratiquement tout le temps pour sécuriser. S'il faut enjamber les cadavres de nos compatriotes qui sont tués par les terroristes, qui sont pris en tenaille entre différentes forces qui se combattent sur le terrain là-bas. Quand on doit enjamber la misère de 900 000 déplacés, des milliers d'enfants qui ne vont plus à l'école, qui n'ont pas d'eau à boire, etc. S'il faut enjamber ça pour se faire élire député, moi je trouve que c'est misérable. Et je dis, je dis, le président de Faso doit effectivement, comme certains l'ont suggéré, prendre le rapport et comme même les députés l'ont suggéré, pourquoi pas engager le processus de réconciliation nationale sur la base de se prononcer effectivement sur les échéances prochaines. Et là, ça sera l'ensemble de la nation, je ne sais pas comment ça peut être organisé, l'ensemble de la nation qui sera prononcée et qui aurait permis au président de Faso de choisir et de ne pas se trouver pris d'un côté les états-majors des partis politiques qui sont 100 fois, qui n'ont
qui ont intérêt à ce que les élections se tiennent, et des députés qui ont vécu des réalités et qui ne veulent pas être comptables d'une situation de toute façon, le chef de l'État, il est le garant de l'intérêt national. Et là, ça n'arrive pas qu'aux autres. Si vous regardez au Mali, dans les revendications du M5, c'est quoi? Il faut dissoudre l'Assemblée, parce qu'ils ont fait une élection où des gens ont été exclus. Donc, ce n'est pas une question qu'il faut prendre à la légère. Je pense qu'il faut concerter tout le monde. Parfait, pour terminer sur cette question. Je voulais dire que ce qu'on n'a pas toujours perçu au Burkina, c'est que le mandat des députés n'est pas impératif. Donc, ils peuvent très bien aller à l'encontre des desiderata de leur état-major. Et En tout là, cas, ils viennent en fait de le démontrer. D'accord, il y a une recommandation qui paraît s'adresser donc au gouvernement, donc dans le rôle bien sûr d'interpellation du gouvernement. L'Assemblée a recommandé, et ça c'est la recommandation 18, la représentation nationale recommande au gouvernement la présentation d'un rapport circonstancié global sur le nombre de communes et de villages non enrôlés à la date du 30 juin 2020 et l'impact de cette situation sur la tenue effective des scrutins du 22 novembre 2020. Alors, quand on regarde tout ça, l'Assemblée n'a pas affirmé quelque chose de chose. L'Assemblée même laisse encore une possibilité. J'ajoute par exemple ici, le même rapport dit, dans la région de l'Est, 5 provinces n'ont pas été enrôlées. Donc 3 provinces sur 5 n'ont pas été enrôlées. D'accord. Merci Lengani. On aura l'occasion avec les appelants, l'émission étant interactive, d'autres pourront appeler pour également continuer le débat. On va terminer au plan national avec l'investiture du président Kaboré, donc le président du Faso, candidat donc a été investi par son parti politique. Le meeting a eu lieu donc hier samedi. Il y avait du monde, un monde fou comme tous les grands partis le font d'ailleurs dans la cuvette du Palais des Sports. Alors, un mot très rapidement, et André-Eugène Igoudou, le président Kaboré a été investi. Il n'a pas dit non. Non, il a envoyé un représentant. Oui, et puis je n'ai même pas compris, encore une fois, cette démarche d'investiture-là. Il n'est pas nouveau. Il avait déjà déclaré qu'il est candidat. Que vous l'investissez ou non, lui, il avait déjà dit qu'il est sur la table. Mais le parti intérim, bon, sa déclaration, tout un chacun aurait pu le faire au niveau du MPP, déclarer qu'il est candidat. Ce que je pense, c'est que ces meetings recto-verso n'engagent pas le peuple. Il y a des gens qui ont fait des meetings recto-verso avec intercalaire. Oui, intercalaire. Nous autres, là, qui sommes professeurs, là, nous, on corrige les copies des élèves recto-verso, 20 intercalaires, souvent même on marque moins 2, parce que même avec ça, là, ça ne vaut rien. Non, mais je vais dire, non, pour revenir à la situation, d'abord, il n'est même pas allé lui-même, parce qu'il n'a pas voulu qu'on le refile. D'ailleurs, la question, c'est ça. Pourquoi il ne vient pas? Non, moi, je me dis ça pour m'amuser, parce qu'il ne voulait pas que les gens lui refilent le corona, parce que vous avez vu comment les gens étaient dans la cuvette, hein, sans mouchoir, etc. Il ne va pas aller se faire choper un corona parce qu'il a beaucoup de chats à fouetter. Et je me dis, tout ce cirque que l'on fait, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il a déjà dit, moi je suis candidat et vous ne pouvez pas m'empêcher d'être candidat. Donc tout le cirque, les gens se sont mis dans leurs beaux habits qu'ils ont vite fait d'enlever d'ailleurs quand ils sont sortis de la cuvette. Bon, écoutez, ça amuse tout le monde. Il y a des gens qui ont eu 2000, il y a des gens qui sont rentrés dans un car parce qu'on est allé les chercher. Parfait, mais continuez le cirque. Le président est aujourd'hui investi, candidat donc du MPP. Dans notre situation actuelle, quel est le statut ou l'état d'esprit qui peut être celui du président du Faso? Est-ce que le président investi, candidat donc d'un bord politique? Non, ben, ça ne pose pas un problème quand même nous sommes de conflit d'intérêts dans certains pays, je pense par exemple à Madagascar, à partir du moment où vous êtes investi comme candidat d'un parti, vous devez vous retirer de la présidence. Parce que là, on estime qu'effectivement, il peut y avoir un conflit d'intérêts. Et l'utilisation des moyens de l'État pour faire campagne. Voilà, tout à fait. Mais au Burkina, nous ne sommes pas encore là. Nos textes ne disent rien, la Constitution nos textes ne disent rien à ce sujet. Mais je crois que pour revenir à ce congrès-là, peut-être contrairement à ce que André Eugène dit, c'est dans les textes du parti, comme dans les autres partis, hein, au CDP ou à l'UPC, il faut qu'il y ait une instance qui puisse officiellement désigner le candidat. Et puis bon, sur la base de ça, maintenant, tout le processus électoral démarre. D'accord. Alors, Lengani, certains avaient dit, pour faire un peu la morale, ils estiment que bon, le président, au regard de la situation du pays, aurait pu simplement décliner l'offre d'être candidat pour se retirer. Ce débat aussi est mené par certains, j'allais dire, moralisateurs quelque part. Oui, moi j'ai longtemps professé pour ça, pour dire, vu l'état catastrophique dans lequel il a conduit, en tout cas le pays est parvenu sous sa direction,
qu'il décline l'invitation d'être candidat. Mais le fait est qu'il s'est prononcé lui, il y a 2 ans, c'est 3 ans, qu'il est déjà candidat. Prenons-en acte et laissons le poursuivre. Peut-être que... le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Ensuite... Les intentions cachées. Les intentions cachées, il pourra faire taire déjà les intentions cachées de certains. Peut-être que ce sera 2025, mais pas cette fois-ci. Parce que si effectivement, par extraordinaire, M. Roch-Marc Christian Kaboré n'est pas candidat, mais vous voyez qu'il sera candidat. Pour le malheur de Burkina Faso. Nous, en tout cas, on ne voit pas moi, qui. je dis que ça a été une loi de casting pour le parti. Comme on l'a dit, une fois qu'il est investi, on a tendance à penser que tout ce qu'il fait relève de la campagne. Donc moi, je l'ai compris que le MPP investit son candidat le plus tard possible pour éviter les confusions de genre. Ensuite, en ce qui concerne les grands rassemblements qui sont faits, etc., par ces temps de Covid-18, mais c'est comme 19, ouais. Covid-19, etc. Tu ne peux pas te tromper sur ça quand même. Vraiment, j'en ai souffert, merci, c'est vrai. Bon, par ces temps, moi je trouve que quelque part, c'est un peu irresponsable. C'est comme un peu la décision qui est prise de ne pas tenir compte du rapport des députés. C'est-à-dire, on s'en fout du bas peuple. Qu'est-ce qui peut vous arriver, ce n'est pas votre problème. C'est ce que nous, on veut là, c'est ça que se faire. Sinon, moi, je trouve qu'il n'est pas normal que dans des conditions actuelles là, on réunisse autant de monde pour faire le bruit qui a été fait et qui a été même très mal fait. Puisqu'on a suivi sur les réseaux sociaux, on a vu qu'il fallait appeler les gens avec force, micro, etc. pour applaudir. Et les gens refusaient d'applaudir. Et comme l'a dit effectivement André et Eugène Ilboudo, dès que les gens ont quitté la porte, ils ont changé de tenue. Merci André. Merci Lengari. Non, je pense que Lengari n'a pas cette la liste se corse pour la présidentielle. Le président lui-même, donc c'est effectif désormais, qu'il va donc déposer sa candidature au moment venu avec d'autres candidats. Oui, bon, comme Lengani l'a dit, c'était déjà une chose connue. Sauf que je pense que Clément Sargo n'a pas la même lecture sur la gouvernance catastrophique, puisque lui disait que la gouvernance du MPP, les 5 dernières années, n'ont rien envié à aucun autre régime que ce pays a connu. Mais Évariste Concebo, il y a une question aussi pratique, réelle et réaliste. Est-ce que si le président Kaboré se refusait à une nouvelle candidature, est-ce que les chances du MPP, par exemple, de présenter un bon profil D'abord, pourquoi vous voulez que le président Kaboré renonce à une candidature? Pourquoi pas? Il peut très bien remplir. Puisqu'il y en a qui disent que... voilà. Bon, qu'est-ce qui prouve qu'ils seront mieux que lui d'abord? Ça, c'est un. Et de deux, c'est vrai que, contrairement, on a discuté, pour moi, en fait, son absence est quand même symptomatique de peut-être quelque chose. Ça, parce que, ici, c'est pas parfait à sortir les textes Madagascar, mais même en France, où on copie souvent tous nos textes, le président qui te déclare, il reste en exercice, il déclare, il n'y a aucun problème, c'est pas là le problème. Mais maintenant, moi je trouve peut-être que son absence, quand même, moi je trouve quand même que c'est peut-être, ça renvoie peut-être à autre chose. D'accord, merci. On va terminer en international avec le Mali, où la situation est très confuse. On a vu l'incendie de l'Assemblée, les saccages, les blocages de la ville, une sorte de désobéissance civile avec des actes vraiment de violence. On parle de morts, etc. Mais officiellement, on n'a pas de la certitude. Alors, il se trouve que le président Ibeka a fait donc très tard hier dans la nuit un discours où il dissout par exemple la Cour constitutionnelle et après on a vu que la présidente de cette Cour a estimé que leur mandat n'est pas encore au terme, donc il ne bouge pas. Alors ça crée donc automatiquement une crise au sommet. Parfait, Sylvain. Quand on dit qu'il a dissous la Cour constitutionnelle, il y avait déjà 4 membres qui avaient démissionné. Quelle était aujourd'hui la légitimité d'une telle Cour? Sur 9. Mais voilà. Donc, il aurait pu nommer peut-être, ou en tout cas utiliser les mécanismes pour remettre cette Cour en effectif au lieu de la dissoudre. Et non, là, la classe politique dans son ensemble, en tout cas, dit que le problème, l'un des gros problèmes, c'est la Cour constitutionnelle. Et donc, le président ne fait qu'accéder, et surtout que c'est une revendication essentielle du groupe. Donc, je pense qu'il a voulu donner un gage aux manifestants. Deuxièmement, il annonce un gouvernement de large couverture. Moi, je dirais que le président Ibeka est en train de donner à dose homéopathique en train de faire des cadeaux au camp d'en face. Bon, espérons
que les discussions vont se poursuivre afin qu'ils puissent arriver à un André consensus. Oui, moi je voulais. Bon, André, et puis- Non, moi je voulais. Quand j'ai vu effectivement son discours, je vois qu'il a poussé de la barbe. C'est- Branche, oui. Une barre poivre sel. Je me dis, mais la politique là. Mais non, pour continuer dans l'anecdote, je vois qu'avec le Covid, là, on est en train de construire des centres hospitaliers universitaires. Il y a une nouvelle branche que les Africains vont devoir ajouter à la chirurgie. C'est comment enlever un politicien de son siège quand il est assis. Une chirurgie. Une chirurgie fait ça, là. Pour pouvoir décoller un Entre autres, politicien de son oui, siège. d'accord, oui. Parce que là, je vois que... Mais le président Ibeka, vous avez vu toute la foule de Bamako qui est là pour lui dire il faut partir. La première des choses, on a dit Ibeka dégage. Moi, je me dis, mais tu as laissé pousser ta barbe là. C'est pour dire que tu es vieux et que tu es sage, non, et que tu es fatigué, non. Mon ami, décale de ton siège, laisse les gens prendre le siège. Alors, Lengani, est-ce qu'il décale finalement? Mais je tiendra? termine. Oui, Pour est-ce qu'il abroger, il a dit dans son texte qu'il abroge la Cour constitutionnelle. Je crois que sur le plan des normes, le président en dernier ressort, c'est lui qui est garant de tout la législature parce qu'on lui dit que c'est le magistrat. Oui, mais est-ce que quand même il y a quand même le fait que Non, il y a mais quand de même toutes le les façons, fait même que s'il il y a les abroge pas- il y a des mécanismes pour dissoudre Mais une même institution. s'ils n'abrogeaient pas, les gars ne peuvent pas fonctionner. Parce qu'ils ils ne peuvent plus avoir la majorité pour fonctionner. Ça veut dire même si on les laisse en l'état, ils vont continuer à bouffer leur argent, mais ils ne peuvent rien faire puisqu'ils ne peuvent même pas fonctionner. Lengani, Mais est-ce c'est qu'il eux-mêmes, ils doivent tiendra partir. cette pression qui Le- est quand même assez forte avec les violences qu'on voit, la désobéissance civile qui est lancée? Moi, je crois que Ibeka devrait vraiment comprendre que plus on va avancer avec le temps, plus le mouvement va se durcir, plus il y aura la violence, plus il y aura des casses, etc. Ça, c'est naturel, c'est normal. Donc, c'est à lui de prendre la mesure de cette situation et de prendre les décisions qui s'imposent. D'autant plus que, et je l'ai déjà dit ici, la classe politique dirigeante actuellement au Mali a montré qu'elle peut faire preuve de maturité. C'est-à-dire ne pas aller à la casse et demander, faire des négociations sur des points bien précis. Contrairement à ce qui s'est passé ici en 2014 et que nous regrettons amèrement aujourd'hui. Je dis que par rapport, par exemple, à la Cour constitutionnelle, effectivement, la bonne dame présidente est sortie dire qu'eux, ils ont 7 ans, donc c'est un bouge. C'est tout à fait normal. Est-ce que le président peut aujourd'hui dissoudre la Cour constitutionnelle? That is the question. Je ne pense pas. Quand on écoute Ensuite, la présidente, il n'a pas les moyens. c'est ça. Donc, s'il ne peut pas le faire, ça veut dire qu'il engage le pays dans un processus contre sa propre personne. Parce que lui, il peut prendre des lois anti-républicaines, ça veut dire la foule aussi peut elle aussi prendre des mesures anti-républicaines. Évariste, pour terminer sur ce Non, sujet, enfin, Ibeka, d'abord j'étais déçu quand il a fait ses semblantes propositions, je pense, la semaine passée, parce qu'il est sorti 2 fois en une semaine. Maintenant, c'est vrai, ça montre qu'il ne prend pas la pleine mesure de la dangerosité de la situation dans laquelle il se trouve. Il risque de saccager son pays. Alors, c'est les mesures qu'il prend, dissoudre. D'abord, je ne pense pas, parce que dans le cadre de l'harmonisation des pays, l'UEMOA et autres, les cours constitutionnels ont été quand même revisités. Et je ne pense pas que le chef de l'État ait la compétence pour pouvoir dissoudre. Mais il y a aussi un autre problème, puisque le problème est parti de l'annonce des résultats législatifs par cette Cour qui est contestée. L'autre problème, c'est quoi? C'est la dissolution de l'Assemblée nationale qui demande. Et la possibilité pour eux de nommer leur Premier ministre qui n'est pas revocable. Il y a tous ces points-là. Donc, bon, ils sont en train de faire du surplace. Pendant que les jours passent, la situation ne fait que s'empirer. D'accord. Alors, on va continuer avec Évariste Fossin-Conceveau. C'est la Côte d'Ivoire qui est donc en deuil. Et on partage tous donc, cette douleur du pays frère de la Côte d'Ivoire, le décès, on va dire, brutal, ou en tout cas à contre-temps ou à contre-courant du Premier ministre, parce qu'il avait été déjà investi en quelque sorte, comme le prochain président qui devait représenter la grande famille RHDP. Là également, c'est des perspectives difficiles, il y a des calculs difficiles à faire aujourd'hui. Ça devient très compliqué, effectivement. On se retrouve dans une situation ce qu'on peut qualifier de force majeure. Bon, c'est vrai qu'on savait malade, mais on se disait quand même que ça pouvait aller. Donc, du coup, ça va remettre... toutes les options, maintenant, du coup, sont possibles. Et cette situation imprévue et imprévisible va permettre de rabattre toutes les cartes par rapport donc, au choix. Alors, on annonce que
déjà, hein, ça se dit, que Ouattara pourrait donc revenir à la charge pour son 3e mandat. Ce sont des propos qui sont de plus en plus évoqués. Persistants. Et quand on regarde en face aussi, n'oubliez pas l'autre camp aussi, vous avez un autre poids lourd qui est le sphinx d'Aukro, M. Bédier. Et donc, il y a aussi une question aussi de regrouper toute la famille et gagner du temps peut-être pour réorganiser le repartage et puis la maîtrise donc, du pouvoir. Donc, dans ce cadre précis-là, et du côté du RHGP, on ne voit peut-être que M. Ouattara. Alors, parfait, Sylvain. Ado avait dit que... Il a affirmé, il a confirmé qu'il ne serait pas candidat. Non, je ne parle pas de ça. Oui. Attendez, écoutez-moi. Ado avait dit, si Bédier se présente, moi aussi je vais me présenter. Et là, finalement, c'est Gon Coulibaly qui était devenu le candidat du RHDP. Cheval de Troie. Voilà. Il se trouve que Gon Coulibaly s'en va, passe l'arme à gauche. Alors, pourquoi pas? J'ai écouté Adama Bictogo, je trouve que c'est peut-être un ballon de sonde. Hein. Pourquoi pas un retour sur la table de la candidature d'Ado? Je pense qu'il ne faut pas laisser... Est-ce que ce ne serait pas quand même aussi manquer à sa parole d'honneur quand on est chef de l'État? Est-ce qu'il manque autour de lui des personnes, par exemple le président de l'Assemblée qui est là actuellement, Amadou Soumaoro, il y a d'autres, il y a Kabla Denkan, il y a quand même Patrick Hachi qui a aussi le même profil de compétences à Gon Coulibaly qui a aussi servi à ses côtés, il y a par exemple la Katouti Soro Diop, tout ça. Est-ce que ce n'est pas le moment... Mais je vous ai dit qu'il faut introduire la nouvelle discipline pour décoller les responsables politiques de leur siège. Ça, c'est pour... Mais regardez, si vous le voyez, la mort ramène tous les gens à un niveau donné. Vous prenez les 3 dernières années, il y a des personnalités politiques qui sont mortes à la tâche. Le cas de notre président de l'Assemblée nationale, il y a Kourouziza qui est mort à la tâche, et il y a celui-là qui est mort aussi à la tâche. Je crois que la sagesse humaine veut que les gens acceptent que sans eux, le pays va continuer à fonctionner. Je vais dire... On ne peut pas le temps. Je voulais dire que ce serait une mauvaise chose que M. Ado revienne sur sa parole parce qu'il pense qu'il n'y a pas quelqu'un. Parce que les gens qui se sont indispensables là, sur la route de Léo là, parce que quand on parle de cimetière, on ne parle pas de route de Saponé, c'est sur la route de Léo là. Ils sont pleins là-bas. D'accord, merci. On va prendre notre premier téléspectateur, M. Seydou Ouedraogo, qui appelle de Ouagadougou sur le sujet des fosses communes de Guibo. M. Ouedraogo, bonjour. Oui, bonjour, M. Lukman. On vous écoute. Ok, merci. Bon, par rapport à la question, d'abord, s'agit-il d'un charnier de 180 personnes ou des charniers de 180 personnes? Sur le plateau, il y a les deux versions. Mais moi, ce que j'ai appris, c'est plutôt des charniers de 183 personnes. Je ne sais pas si... Bon, on peut partir sur cette base. Allô? Le rapport de Human Rights Watch dit quoi? Pas de fosses communes. Oui, des fosses communes. Des fosses communes, oui. C'est-à-dire, voilà, c'est des fosses de 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes par-ci. Et c'est le total maintenant qui fait les 180 personnes ou 183 personnes, si vous le voulez. D'accord. Bon, on va quitter. On va pas rester longtemps sur les questions de terminologie. On va aller droit. Ok. Maintenant, ce que je veux dire, vous savez, bon, on peut comprendre, hein, comme l'a dit monsieur le directeur des écoles, j'oublie son nom, excusez-moi. C'est André Janil Boudot. Voilà. Il faut bien que tous ces pays, peut-être ces pays qui sont je mets ça en griffe à nos secours, hein, qui viennent à nos secours, ou bien les ONG par-ci par-là qui prétendent qu'ils nous aident là, justifient leur présence. Il faut bien qu'ils justifient leur présence. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette affaire, mais ce que je vais dire, le pays le mal placé pour donner des leçons de droits de l'homme ou des droits humains au Burkina, ce n'est pas les États-Unis. Cela me frustre parce que simplement, vous pouvez prendre le cas de l'Afghanistan avec les GIs. Vous savez, le terme de dégâts collatéraux, c'est venu des États-Unis, c'est venu de leur guerre contre les talibans en Afghanistan. Alors, ils sont capables,
pour atteindre leur cible, une cible d'une seule personne, de tuer 100 personnes, 200 personnes, 500 personnes. Le reste, on s'en fout, on s'en balance. L'essentiel, que leur cible soit atteinte. Il y a des moments même leur cible n'est même pas atteinte. Monsieur Ouedraogo. Deuxième cas, oui, je vais aller très rapidement. Oui. Est-ce que ici, la question n'est pas de dire le cas présenté au Burkina est-il réel ou pas? Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait? Parce que le parallélisme avec les cas de figure qui sont peut-être des cas des Américains, est-ce que pour autant on ne peut pas évoquer notre question? Non, j'en viens. Je vais terminer par là. Le cas de Guantanamo est là. Le cas de racisme ambiant, avec l'illustration récente, avec l'assassinat de façon atroce de George Floyd, tout simplement parce qu'il a la peau noire. Et cette mort atroce-là, ça a été faite partie par les policiers et c'est approuvé au haut niveau par par Donald Trump, et avec son parti de droite. Ça, c'est de législation. Donc, ils ne peuvent pas venir nous dire que oui, si vous ne respectez pas les droits de l'homme, les droits humains, voilà, on va retirer nos têtes. Moi, ça me frustre, ça me met mal à l'aise et je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Maintenant, venons à la question principalement. Oui, allez-y. Voilà. Par rapport à ce qui a été dit, vous savez, on ne nous dit pas exactement que des enquêtes ont été menées et que suite à leur enquête-là, je parle de Human Rights Watch et ainsi de suite, que suite à leur enquête-là, alors les 180 personnes qui sont trouvées dans les charniers là sont des innocents. Ils ne disent pas. Mais découvrir un charnier, ça c'est mieux. Maintenant, effectivement, on peut se poser la question, est-ce que c'est des terroristes qui ont été ensevelis de cette façon dans les charniers ou bien c'est des personnes innocentes? Monsieur Ouedraogo, oui? il y a des témoignages. C'est sur la base des témoignages que cela a été dit. C'est-à-dire que ceux qui témoignent disent que ce sont leurs parents, etc. Ils donnent les circonstances de l'avènement de ces forces-là ou de ces corps. Mais je vous dis, monsieur Lukman, vous savez, quand votre frère est terroriste, vous n'allez jamais le savoir. Et très rares sont ceux qui savent que leurs proches sont des terroristes. C'est après la mort qu'ils constatent. On le voit très souvent d'ailleurs. Vous savez, quand les terroristes, on les tue et qu'ils sont effacés par-ci, par-là. Mais ils n'ont pas, nous, on ne doit pas leur offrir une spécialité. D'accord, merci, M. Ouedraogo. Un homme normal. Merci, on s'est compris. Oui? Merci, je vous remercie pour votre intervention. On s'est compris. Il a soulevé deux choses, oui. Notamment sur son premier point, sa gêne par rapport que ce soit des puissances étrangères qui viennent nous faire la morale. Moi, je partage cette gêne. Je l'ai dit qu'il revenait donc à nos autorités, je pense même le gouvernement et la justice, de se saisir de cette affaire pour faire la lumière. Mais maintenant, là où je ne suis pas d'accord avec lui, quelle que soit la qualité d'une personne qu'on a arrêtée, il faut d'abord suivre les règles. Il faut faire un jugement. Et la loi ici au Burkina ne permet pas qu'on exécute les gens de façon sommaire. Il y a quelque chose que le monsieur a dit qui réveille mon esprit. Mais quand on tue les terroristes, eux, les FDS, même quand ils font l'opération Barkhane, là, ils ne parlent pas de tuer, ils parlent de neutraliser. Et quand ils neutralisent les gens, j'imagine qu'ils ne les laissent pas aux charognards, ils les enterrent. Donc, allez voir des gens qui sont dans des fosses communes, effectivement, mais ça peut être des terroristes aussi qu'on a enterrés. Mais pourquoi le gouvernement non, attendez, non. Est-ce que André Géniboudou, est-ce que les forces burkinabées peuvent abattre ou neutraliser 180 terroristes, les enterrer sans avoir les indices à leur niveau, même si c'est gardé, mais est-ce que la question que l'on pose, c'est est-ce que c'est dans une seule fosse commune qu'on a trouvé les 180 ou les 183? C'est plusieurs. Oui, tout ça pose plusieurs pas forces. le Ce que je veux dire, non, attendez. Ce que je veux dire, le gouvernement, il a intérêt à nous protéger parce que c'est son rôle régalien. Mais ce que je dois dire aussi, c'est quand on tue les terroristes, parce qu'eux, ils disent les neutraliser. Quand ils les neutralisent, ils les enterrent. Et si vous partez après, c'est comme si aujourd'hui quelqu'un part au cimetière de Goumou et dire qu'il y a 1000 tombes et que ça revient au gouvernement. On ne va pas dire quand même que au niveau des forces de défense et de sécurité, ils ne savent pas les actions qu'ils posent. S'ils neutralisent et qu'ils font des forces communes, ils vont le dire. Ils n'ont pas à le cacher. Attendez, moi, si on les accuse pour autant. Je souhaite avec force que les 183 là soient des terroristes. Je le souhaite fortement. C'est pas exclu? Oui, je le souhaite pour qu'au moins
pour une fois, nous avons eu tort d'avoir interpellé notre État sur des situations que des gens voient. Ce n'est pas de la fiction, monsieur, mon très cher Ilboudou. C'est des gens qui ont perdu leurs parents, leurs frères, leurs pères, leurs mères, leurs enfants. Ils ne vont pas vous raconter n'importe quoi, contrairement à ce que monsieur dit, que c'est après avoir tué le gars que tu te rends compte que c'était un touriste. Mais ce n'est pas vrai. Ouais, il faut respecter les morts, quels qu'ils soient. Ça, c'est bien. Ensuite, quand on se plaint, on dit oui, l'Amérique est ceci et cela. Mais est-ce que nous, on parle d'aider les Américains en Afghanistan? Pas du tout. C'est les Américains qui viennent nous aider ici. Voilà, les Américains viennent ici. C'est nous qui avons besoin. En tout cas, il y a une contribution importante en termes même militaires, d'équipements, etc. Oui, le programme Filox, par exemple, qui aide la formation de nos quand on est dans cette situation, donc, quand même, il faut aussi relativiser. Et puis, c'est les Américains, heureusement, ils ont des pouvoirs qui sont très regardants. D'accord. Merci, Lengani. Le Parlement américain refuse la coopération du pays avec tout pays dans lequel il y a un certain nombre. L'argent américain peut être utilisé à des il y a une loi, d'ailleurs aux États-Unis qui dit que du nom d'un sénateur, si un pays, les forces de défense et de sécurité d'un pays commettent des exactions sur des civils, les deniers publics des Américains ne peuvent pas financer donc ces forces-là. Et si eux-mêmes en commettent dans un pays... Alors, on va prendre notre deuxième téléspectateur. Monsieur Congo Lionel, appel de Ouagadougou sur le projet de report des élections. Monsieur Congo, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour et très rapidement pour votre intervention. Ok, vraiment, merci à tout le plateau pour la qualité des débats. Donc, moi, je voulais intervenir par rapport au report des élections. Au projet de report. Oui, le projet, voilà. Vraiment, il faudrait que tous les Burkinabés se rappellent de ce que chacun a dit, notamment les responsables des partis politiques. Aujourd'hui, tout le monde tient à ce que les élections législatives là, aient lieu le 22. Bon, par rapport à ce que les députés ont expliqué, il faudrait qu'on prenne réellement leurs observations en compte. Parce qu'il ne faudrait pas que, malgré tout, on tienne les élections et que dans certaines provinces, par exemple sur 7 communes, dont on peut compter au moins 100 à 200 bureaux de vote, 2 bureaux de vote élisent un député et que des partis d'opposition ou de la majorité rejettent ces choses-là, la légitimité de ces députés. Donc, moi, je souhaiterais que réellement on examine la question là avec insistance, parce que ce n'est pas du jeu. Élection législative, ça engage tout le monde. Donc, si on s'assoit aujourd'hui, on dit que non, coûte que coûte, sans occulter un certain nombre d'éléments, on risque de se tirailler encore ici. Et au Burkina Faso, les gens parfois oublient ce qu'ils ont dit. Parce que ce qui se prépare aujourd'hui là, il ne faudrait pas que demain, des gens soient tout dit, un député qui a été élu à partir de 50 ou 100 personnes, nous, on ne le reconnaît pas. Donc, il faudra qu'on examine la proposition. Et je suis parfaitement d'accord avec Parfait Siliga et Ivaris qu'il faut réellement regarder. Voilà. Monsieur Congo, ceux qui disent aussi qu'il faut aller, etc., estiment que le fait de cas de force majeure ne peut pas ici s'imposer parce qu'on est déjà dans les 6 mois dans lesquels on ne peut plus faire de réformes et que demander par exemple qu'on dissocie les 2 élections, c'est changer les règles du jeu et que cela tombe sous le coup du protocole de la CEDEAO. Absolument. Ces gens aussi ont raison de dire cela. Mais qu'est-ce qui nous coûte effectivement les différents états-majors des partis politiques avec leurs représentants au niveau de l'Assemblée nationale de s'asseoir et puis tabler. Si on est d'accord qu'on va aller le 22 avec ça, même si c'est 2 personnes qui sont élues, le député est reconnu. Parce qu'il ne faudra pas que les mêmes personnes qui disent aujourd'hui, il faut qu'on aille, ces mêmes personnes reviennent demain parce qu'on suit les gens à la télé. Les responsables sont sortis, ils ont fait des déclarations. Il ne faudra pas que ces mêmes personnes-là, au soir du 22, disent qu'ils ne reconnaissent pas les gens. Il faudrait qu'on enregistre effectivement ce que les uns et les autres ont dit. Si on est prêt pour aller aux élections, on soit prêt aussi à accepter le résultat des urnes. Merci, M. Congo. Alors, avant Évariste Concebo, quand on dit par exemple que le cas des forces majeures, est-ce que le cas des forces majeures, les textes prennent en compte, je veux dire, est-ce que les textes s'imposent au cas des forces majeures ou le cas des forces majeures est une situation exceptionnelle qui déroge à tous les textes? Parce qu'on entend ça dire. En droit, sur le plan juridique, on définit la force majeure comme étant une situation caractérisée
par les trois traits essentiellement, le caractère imprévisible, irrésistible et insurmontable. Quand tous ces 3 critères sont réunis maintenant, on peut dire que nous sommes dans une situation de force majeure. Et effectivement, si on se retrouve dans une situation de force majeure, la situation donc prévaut sur la loi. D'accord. Oui, parfait. Je voulais dire que c'est l'intervention de M. Congo est très à propos, parce qu'on oublie souvent de dire que la circonscription, c'est la province. Et donc, c'est sur la base des votes de la province qu'on détermine qui a gagné et qui n'a pas gagné. Et donc, il faut qu'on se prépare à ne pas avoir une crise post-électorale en disant tout de suite et maintenant qu'on peut être élu sur la base de... D'accord, on va prendre notre dernier téléspectateur. Personne ne le conteste après. D'accord, on prend notre dernier téléspectateur qui va être très concis, précis et bref parce qu'on est au terme de l'émission. Monsieur Ilboudo Lamoussa François, appel de Ouagadougou sur le projet de report des élections. Bonjour à tout le monde. Ce que j'ai à dire tout simplement que depuis des années, on assiste à des élections qui sont légales mais pas légitimes. Mais maintenant, si on fait ces élections dans ces conditions, on va assister à des élections qui ne sont ni légales ni légitimes. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, il faut savoir que la logique d'un homme politique, c'est avoir le pouvoir. Même si c'est une seule personne, même si on le donne cadeau, l'essentiel pour lui, c'est d'avoir le pouvoir. Mais maintenant, si les députés qui représentent la population arrivent à eux-mêmes à comprendre qu'il faut d'abord la sécurité pour faire les élections, je ne vois pas pourquoi il faut faire des polémiques inutiles ou Simon Comporé se donne un spectacle en disant qu'il va plier. Des trucs, sincèrement, qu'on comprend, tout en sachant la situation réelle du pays. On ne peut pas faire des élections où la majorité de la population n'a pas pour besoin les élections. Là où je félicite mon grand frère du quartier, Bala Sakandé, mais là où il a eu tort, c'est parce qu'il a voulu dissocier les 2 élections. Il fallait dire simplement, on ne peut pas faire des élections dans ces conditions. Et ça aurait été simple. Même si les gens ne le disent pas, pour l'histoire, il aurait dit la vérité comme Galilée l'avait dit avant son temps. Merci. Merci, monsieur Ilboudo Lamoussa François. On est au thème de cette émission, malheureusement, parce que le temps est fini. Donc, merci à vous qui nous avez suivis. Merci à vous aussi, chroniqueur. J'étais donc avec Lengani Isaka. Lengani Isaka est journaliste et directeur de publication de l'Opinion. Merci Lengani d'être passé. Évariste Fossin-Consebo, chroniqueur média, président du SEC de Veille, qui est une association de défense des droits de l'homme. Merci d'être passé. Et puis, parfait, Silga, les journalistes et analystes, merci d'être passé. Et puis enfin, André Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles, merci. Laissez-moi souhaiter de très bons examens aux élèves qui vont affronter ça à partir de après-demain. Voilà, merci. On leur souhaite donc plein succès à ces examens-là. Merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.